Ce qui a vraiment lancé l'activité que j'ai maintenant autour de la roulotte à images, alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai mis dans le spectacle, qui finalement est très intime. C'est vrai que c'est quand j'en parle que je m'en rends compte, mais l'anecdote, c'est un petit projecteur que je découvre dans une brocante. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un projecteur, mais c'est un peu bizarre. Il y a 2 trous de sortie. Je ne vois pas très bien comment ça marche, à quoi ça peut servir exactement. Et en même temps, ça paraît quand même assez ancien. Je me dis, ouais, c'est un truc qui doit dater des années 1920, 1950, comme ça à vue de nez, dans cette fourchette-là. Et j'achète cet objet, parce que ça coûtait, je crois, 15 €, quoi. Voilà. Je rentre chez moi, je commence à chercher via Internet ce que c'était que cet objet, à quoi il avait pu servir. Et là, je me rends compte que c'est le premier projecteur qui a servi, qui a été vendu et qui a permis à des enfants de faire du cinéma à la maison. Ça a daté de 1932 très exactement. En plus, ce modèle précis-là, je retrouve son histoire. Et là, je me dis, ah ouais, tiens, c'est assez intéressant. Le premier projecteur de cinéma pour enfants, ah ouais, tiens. Et là, je commence à me dire, d'où ça vient le dessin animé? J'en avais aucune idée, je ne connaissais pas du tout l'histoire du dessin animé, du cinéma. Donc je remonte le fil, je commence à lire des trucs là-dessus. Et pendant 3 jours, vraiment, moi je suis quelqu'un, je me focalise sur un truc, je dévore. Et pendant 3 jours, je pioche là-dedans et je découvre un peu l'historique de l'histoire en mouvement, de l'image en mouvement, donc du dessin animé, du cinéma. Et là je me dis, mais c'est vraiment passionnant. Attends, dans l'autre sens. Et là ils sont par les choses, c'est génial! C'est génial, j'adore! Regarde, c'est pas dégueulasse mon putain de soleil! Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai fait un choix quand j'ai construit la roulotte à images. J'ai fait ce choix d'abord de ne pas avoir d'écran, parce que l'écran a quelque chose de fantastique et de fascinant, mais justement de tellement fascinant que j'ai eu peur que n'importe quel écran qui serait présenté absolument captive la vue du spectateur au détriment du reste. Or, moi j'ai envie que des enfants ou des adultes mettent un œil dans un kaléidoscope, passent un petit peu de temps à essayer de décrypter une anamorphose, c'est-à-dire une image déformée qu'il va falloir voir avec un certain angle de vue. Donc fasse ce petit effort. Je disais, cette relation physique à l'image, tourner une manivelle, faire tourner un petit objet comme un praxinoscope, enfin voilà, je cite des noms un peu techniques, mais des objets qui sont sur la roulotte, il y a un geste, il y a une action de la main, de la personne pour actionner donc cette image qui va se mettre en mouvement ou qui va prendre une forme où il y aura une illusion d'optique derrière. Et à côté, tu as un modèle plus moderne, hein, il a 40 ans plus tard, et là on met des petits miroirs. Et là, vas-y, fais-le tourner. Il faut le faire tourner vite, fais-le tourner plus vite. Voilà. Tu vois un peu là c'est beaucoup plus net. On est 40 ans après, et il y a eu un progrès de fait grâce au miroir, on obtient une image qui est beaucoup plus rapide. Ce qui m'a intéressé, c'est à la fois le côté technique et poétique, parce que c'est vraiment les deux. Moi j'ai un plaisir du bricolage, voilà. J'aime bien mettre un peu les mains dans le cambouis, enfin très modestement, mais c'est vrai que toutes ces petites machines, elles ont cette magie, c'est qu'elles fonctionnent avec rien, quelques miroirs, 2-3 engrenages, et c'est comme ça qu'au 19e siècle, petit à petit, on invente le dessin animé quand même. Et ça, moi je trouve que la simplicité est fascinante. Et du coup, en même temps que la technique, il y a la poésie. Parce que c'est le même, par exemple Émile Reynaud, c'est le même qui va inventer le projecteur et qui va créer les premiers dessins animés. C'est-à-dire qu'il les dessine. Émile Reynaud, il a d'abord inventé ceci. Le praxinoscope. Alors le praxinoscope, c'est une dizaine d'images qui tournent en boucle et qui vont créer une illusion de mouvement pendant 1 seconde. Alors, j'en entends certains qui se disent, ouais, enfin, 1 seconde d'animation, une dizaine d'images qui tournent en boucle, Joseph Plateau avait déjà fait ça. C'est là que je vois que j'ai affaire à des spécialistes, parce que des gens qui connaissent Joseph Plateau, il n'y en a pas tant que ça, bravo. Mais je vous ferai remarquer qu'ici, il y a une petite différence. L'utilisation des miroirs. On a mis 40 ans de réflexion pour finalement faire réfléchir les miroirs.
voilà, un spectacle a une histoire et cette histoire elle commence au moment où déjà il y a une première idée et puis après il faut la développer, il faut la mettre en forme. Souvent on va tester un spectacle et puis ça marche pas. Le petit effet qui semblait fonctionner quand on est entre soi dans une salle de répétition, devant le public, ça passe à côté. Et puis parfois au contraire on a une intuition, on va tester quelque chose, enfin on va pas tester, on va sortir une chose qui était imprévue et puis on obtient une émotion, un rire, quelque chose. Alors le spectacle va se moduler, modifier au cours des représentations et c'est là où c'est du spectacle vivant. Voilà, on n'est pas prisonnier d'une partition. Et encore quand même, je dis ça, mais la musique aussi est vivante, mais malgré tout il y a une partition qu'il faut respecter. Nous on a quand même une certaine liberté de modification permanente et ça c'est assez agréable. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le festival d'Aurillac, c'est difficile de résumer en quelques mots parce que le festival d'Aurillac, pour quelqu'un qui vient comme moi présenter des spectacles, c'est évidemment la rencontre avec les spectateurs, hein, bien sûr, c'est l'espoir de faire connaître son spectacle et de le vendre, hein, tout bêtement, on est aussi là à titre professionnel quand même, mais c'est également des rencontres. Alors, des rencontres avec des gens qui viennent voir les spectacles, avec lesquels on a des discussions, souvent passionnées d'ailleurs après le spectacle. C'est aussi toute une vie en collectivité avec les autres compagnies, parce que le côté professionnel, c'est aussi les rencontres avec les autres comédiens, les autres professionnels du spectacle, et on échange énormément de choses. Il se passe quelque chose sur ce festival, il y a une vie en communauté pendant une semaine, enfin voilà, c'est des choses que les gens ne savent pas, c'est un peu les coulisses, mais effectivement nous on arrive presque une semaine avant, ou en tout cas 4 ou 5 jours avant, on installe tout, il y a une énergie fantastique, enfin sur un collectif comme celui dont je fais partie, on est une 60aine de personnes à tout préparer en amont du festival pour que les choses se passent au mieux et que les spectateurs se sentent accueillis. Et puis après on a 4 jours intenses de festival, tout le monde joue ses spectacles, on s'entraide, il y a une solidarité qui est vraiment assez fascinante, enfin qui fait plaisir, voilà, en termes humains, qui fait vraiment plaisir. Et puis il y a le support des spectateurs, voilà, et quand un spectacle marche bien, on le sent, quoi. Il y a un retour, il y a une onde, enfin voilà, il y a ce qui se dit, et puis il y a je sais pas, une manière d'applaudir, une écoute aussi, on sent bien quand une écoute est réelle. Ou quand elle est plus flottante, malheureusement parfois. Et tout ça, ça fait vraiment pour un comédien comme moi, vraiment 10 jours d'émotions vraiment très très intenses. On sort d'un festival comme celui-là assez épuisé. Vous voyez, il se passe toujours des choses, y compris des chiens qui se bagarrent autour de moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en même temps, c'est très difficile de jouer dans un espace comme celui-là, justement parce que on n'est pas dans le confort d'une soirée de spectacle où les gens viennent pour voir un spectacle, souvent ils ont payé leur place, on va être la seule, entre guillemets, la seule vedette de la soirée, donc c'est assez confortable. Alors que là, à Aurillac, il se joue à peu près, alors je sais pas, il y a 700 spectacles ou plus qui se jouent sur l'ensemble du festival, donc au moment où on joue, on sait que quelque part dans la ville, il y a, je sais pas, 20, 30, 50 spectacles qui se jouent en même temps. Il faut exister au milieu de tout ça. Si ça ne plaît pas, les gens s'en vont rapidement, vont voir autre chose, et ils ont bien raison, c'est fait pour ça. Et du coup, c'est très exigeant, c'est parfois dur aussi, mais voilà, je crois que c'est un bon lieu pour apprendre le métier, quoi, voilà. Donc effectivement, je suis resté dans le pré-cinéma parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que le cinéma, il est quand même très documenté, très répertorié, beaucoup traité. Très souvent, on me parle de Méliès, de Charlie Chaplin, des premiers films de Buster Keaton. Et c'est absolument passionnant, mais il y a déjà tellement de gens qui en parlent que tout bêtement même, je n'aurai pas les moyens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter des vieux projecteurs, mais il y a tellement de musées qui font ça tellement mieux que moi, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Et puis un projecteur, pour moi, ça n'a de sens qu'en fonctionnement. Alors que le pari sur la roulotte à images, c'est d'avoir des objets qui fonctionnent, que les gens peuvent faire fonctionner, et donc il faut rester dans une simplicité. Et par ailleurs, il y a tellement de choses à dire sur les images de la grotte de Lascaux jusqu'aux années 1900-1930, que le sujet, pour le moment, pour moi, est inépuisable. Et il faut à un moment savoir se limiter. Après, on pourrait aller jusqu'aux images numériques. Moi, c'est une histoire que je ne dénigre pas du tout. Mais voilà, ce serait une autre roulotte peut-être que de proposer, par exemple, des séries d'écrans avec des illusions d'optique, des tas de choses à faire avec des images en tactile. Il y aurait sûrement un projet à monter autour de ça.
Voilà, on ne peut pas tout faire dans une existence et pour le moment, je me réjouis grandement de continuer l'histoire de la roulotte à images. Il y a encore plein de projets dans les cartons et elle va encore être complétée au fur et à mesure des années qui passent, j'espère en tout cas.